Les événements de ces derniers mois ont prouvé une fois de plus que nous avions sans doute en Martinique une difficulté à discuter, échanger ou encore se comprendre. On en parle aujourd'hui avec nos invités Daniel Groma, Céline Rose, Robert Saillé et Maya Saxima. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Mise à fait, le rendez-vous des faits de société. Alors, au-delà des clivages qui s'opèrent aujourd'hui en Martinique, nous forçant parfois à choisir d'un côté ou d'un autre, je me demande si, en réalité, cela ne fait pas partie de notre identité. L'histoire de la Martinique n'est-elle pas, en réalité, une histoire faite de lutte et que de lutte? Les acquis sociaux ont-ils toujours été obtenus d'un claquement de doigts ou pas, ou d'un combat? Il y avait même à l'époque des morts, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, en réalité, notre société est-elle apaisé, plus apaisé, ou y a-t-il donc des clivages dans le cadre de nos acquis sociaux et surtout dans le dialogue social? On en parle aujourd'hui avec nos invités, avec des invités qui s'y connaissent un peu sur ce sujet. Et en premier lieu, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Monsieur Daniel Groma. Bonjour Monsieur Groma. Bonjour. Bonjour Monsieur Groma. Alors, quels sont pour vous les grands sujets qui ont encore des tensions en Martinique? Est-ce qu'en Martinique il y a des tensions déjà? Oui. Il y a des tensions. Il y a des tensions puisqu'on sort des événements, on n'a pas fini contre la vie chère, parce qu'il y a des gens, il y a des grandes souffrances. Il y a des gens qui en souffrent en Martinique. Hein. Donc il y a la vie chère, il y a le chômage, il y a la situation des jeunes qui n'ont pas de repères. Il y a aussi des jeunes qui sortent de l'école mais sans diplôme, sans rien du tout. Et puis il y a le système colonial qui nous fait du tort, parce qu'aujourd'hui, avec le RSA que les jeunes perçoivent bien sûr sans travailler, fait qu'aujourd'hui, aller vers le monde du travail ne les intéresse pas trop. Donc il y a tout un système à remettre en place et à revoir pour pouvoir prendre des dispositions pour les jeunes de notre pays. Alors, M. Gouma, vous avez évoqué effectivement les tensions et les difficultés qu'on rencontre en Martinique. Et M. Robert Saïk, avec nous, qui est historien, va nous confirmer ou nous contredire, mais c'est les mêmes problèmes depuis 50 ans. Est-ce que ça a toujours été la même chose? Chômage, vie chère, pauvreté aussi, les jeunes. Conséquences. Dans la présentation, vous disiez que c'est une histoire de lutte. Il faudrait commencer par dire que c'est une histoire de violence et d'exploitation. Et à certains moments, il y a des luttes qui explosent. Et tant qu'il y aura exploitation et violence, il y aura nécessairement des luttes. Et l'histoire des luttes de la Martinique est fort peu connue. On connaît des dates des morts, etc. Mais la structuration des luttes sociales, des façons de s'opposer aux violences, n'est pas trop connue. Par exemple, on se focalise sur la lutte syndicale. Dans les études que j'ai faites, je me suis rendu compte, preuve à l'appui, que tous les grands mouvements qui ont commencé n'ont pas été à l'initiative de syndicats. Ça a toujours été des grèves spontanées. Et quand on va se reporter aux archives, aux articles du journal Justice, on voit des articles qui disent c'est pas la grève nous a surpris, nous allons essayer etc. Les syndicats ont toujours eu très peu d'adhérents jusqu'aux années 70, où il y a eu des centrales martiniquaises, etc. Et en général, c'était des mouvements spontanés. Et parce qu'ils étaient spontanés, ils n'avaient pas toute la logistique qu'il fallait pour s'opposer vraiment aux forces de la caste qui contrôlaient l'économie et du gouvernement qui envoyait ses gendarmes aider la caste à mater les grèves. Donc on a toute une kyrielle de grèves. On a retenu celle où il y a des morts, mais chaque année, à la récolte des cannes, il y avait des mouvements. Or, les grèves, il y avait d'autres formes de lutte. La désertion des habitations, imitant un peu les esclaves qui empoisonnaient l'élevage, etc. Et il y a des travailleurs qui systématiquement s'arrangeaient pour bloquer le déroulement normal de l'économie. Donc, il y a toujours eu des résistances. Ce serait vraiment long de rappeler tout ça. Mais en fait, il y a toujours eu des résistances, mais de manière générale, est-ce qu'en Martinique, à l'époque, on arrivait à se parler ou pas du tout? Jamais. Jamais, au grand jamais. Et si il n'y a pas de mort
depuis 1974, c'est parce qu'en 1974, il y avait une organisation clandestine de la grève qui avait des moyens de faire comprendre à la caste que ça n'allait pas continuer comme ça. Il y a eu des réactions et ils ont dit « Oh là là, il ne faut pas qu'on aille... » Là, on a changé de mode d'exploitation et tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat et tout ça. Tant en France qu'en Martinique, le gouvernement et les patrons en général, la classe capitaliste, s'est organisé pour casser les luttes ouvrières de façon différente, en faisant à tout le monde croire qu'ils pourraient être des chefs d'entreprise, oui, qu'ils pourraient... Bon, on coule ces gens-là parce qu'ils ne peuvent pas cotiser, ils ne peuvent pas payer leurs charges, et puis à la retraite, ils sont comme sanguines. Donc, et en faisant une grande propagande pour dire que les syndicats ne servent à rien, vous avez entendu parler de la lutte de Macron et autres contre les corps constitués. Mais la violence, tant ici qu'en France, a toujours existé. J'en veux pour preuve, et j'arrête là, le nombre de gilets jaunes qui ont été éborgnés par des flashballs. Alors, nous avons la chance également d'avoir avec nous Céline Noise, qui est aussi la représentante de notre syndicat. D'un syndicat aussi, en réalité. La CPMS, c'est un syndicat. On dit organisation patronale, mais oui, ça fait partie des partenaires sociaux. Du coup, comment vous jugez le dialogue social en Martinique? Est-ce que il est plutôt dynamique, on échange, ou il est plutôt coincé, il est en mutation, on voit d'autres choses, ou il est vraiment coincé? Il a diverses facettes, notre dialogue social en Martinique, selon la CPME. Il faut savoir que les organisations patronales et les syndicats salariés siègent aussi dans des instances qui participent au dialogue social. Donc, il y a la forme de dialogue social à l'intérieur de l'entreprise et il y a le dialogue social entre les partenaires sociaux au sein des instances où elles sont désignées à siéger. Donc, ça prend différentes formes et c'est vrai que souvent, on parle du dialogue social quand ça coince, mais on ne parle pas beaucoup de ces dialogues sociaux qui se font à l'intérieur des institutions. Voilà, parce qu'effectivement, ce qui fait beaucoup plus de bruit, c'est peut-être les grèves, les mouvements, etc. Mais il y a quand même des échanges qui se font régulièrement et qui se passent tout à fait bien. Alors, c'est cordial, mais après, chacun dit ce qu'il a à dire de manière très franche. Et même si on ne tombe pas d'accord, il y a quand même des instances où je ne pense pas que le dialogue est possible. Voilà, le dialogue est quand même possible. Alors, nous avons effectivement aussi la chance d'avoir avec nous Maya Saxema, qui est donc avocate, qui a donc fait ce livre qui s'appelle Activisme et droit pénal, que je vous invite à aller retrouver chez les libraires, notamment en Martinique. Et justement, Maya, ma question, c'était de savoir, on a parlé justement, on peut se dire les choses, mais qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas se dire? Quelle est la limite justement entre la légalité de ce qu'on peut se dire ou pas? Eh bien, le droit, tout d'abord, c'est le bouclier du militant et de l'activiste. Et c'est pour ça aussi que les militants, souvent, s'arment du droit pour dire aux différentes institutions qu'ils combattent, vous ne respectez pas nos droits. Donc on a d'abord ce droit à la liberté d'expression qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet d'écrire librement. On a la liberté de réunion, de manifestation et d'association qui nous permet aussi de revendiquer de manière, on va dire, collective. Maintenant, pour pouvoir protéger ces droits-là, il y a des choses qui existent. Par exemple, nous avons les délits d'entrave. Le fait d'entraver quelqu'un, d'entraver la liberté d'expression de quelqu'un est un délit. Et par la même occasion, le fait d'entraver la liberté de manifester, c'est la même chose. Pour autant, la loi fixe aussi des limites à ces libertés-là. Parce que d'un côté, on a peut-être une sorte d'hypocrisie, puisque la loi interdit la population d'empêcher l'exercice de ces libertés-là, qui sont des libertés fondamentales, tant sur le plan local, national, que sur le plan international. Mais de l'autre côté, l'État conditionne par la loi l'exercice de ces libertés. Par exemple, on a un régime de déclaration préalable. Quand on fait une manifestation, théoriquement, on est censé la déclarer à la préfecture. Et c'est un parti pris pour certains militants de ne pas déclarer cette manifestation, soit parce que ça pète à un moment où voilà, c'est soudain et on n'a pas le temps de faire ces démarches, ou ça peut être aussi un positionnement, un parti pris de dire « nous ne vous reconnaissons pas, vous, État français, le droit de nous dire si on peut manifester ou pas ». Donc la loi... Mais c'est quand même spécial de demander au préfet l'autorisation de pouvoir manifester. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est spécial? Alors en fait, c'est surtout pour des raisons d'ordre public. Si vous voulez, plus la manifestation, elle va être importante avec des milliers de gens. Par exemple, prenons le carnaval. Le carnaval, vous allez me dire, c'est festif. Mais le carnaval, c'est une forme de mobilisation importante. C'est une forme d'expression importante. Souvent, au carnaval, on revendique certaines choses de manière parfois humoristique, mais c'est très sérieux en réalité. Autant de personnes dans les rues, ça bloque les rues, ça peut
constituer, on va dire, un nid de violence potentielle. Donc c'est aussi pour des raisons de troubles à l'ordre public. Ce que va vérifier les autorités, c'est finalement le caractère pacifique de cette manifestation. Si la manifestation, dès le début, elle utilise des termes, si les manifestants vont par exemple présenter leur manifestation comme voilà, c'est la guerre, c'est la lutte, voilà, avec des mots forts, il y a beaucoup de chances qu'au niveau des autorités, on refuse d'autoriser cette manifestation et à ce moment-là, tous les participants pourraient être poursuivis pour participation illégale à un mouvement qui a été interdit. Ah, on peut refuser de... Oui, on peut refuser. Je vous donne l'exemple. Dans 2020, il y a eu une manifestation dans le cadre de l'affaire Adama Traoré, en pleine période Covid. La préfecture avait interdit cette manifestation pour cause de risque à l'ordre public, en disant que cette manifestation n'était pas forcément pacifique. Tout le monde y allait quand même. Moi, j'y étais. On était tellement nombreux que voilà, et ça s'est très bien passé. Donc, il faut avoir conscience de ça. Maintenant, en Martinique, c'est peut-être différent parce qu'il y a ce côté colonial qu'on connaît. Donc, voilà. Et à quoi on s'expose quand on fait une manifestation qu'on n'a pas déclarée ou qu'on a interdite? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, au niveau des déclarations, la déclaration préalable, si vous ne la faites pas, c'est 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, selon l'article 439-1 du Code pénal. Mais bien sûr, c'est une peine maximale possible. C'est extrêmement rare qu'on condamne sur ça. D'accord, ok. Et M. Gouma, du coup, on parle beaucoup de manque de conviction des jeunes sur certaines causes. On voit que, par exemple, les églises, pour certaines églises sont désertées, il y a moins de jeunes dans les associations. Qu'en est-il du syndicat? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent encore, qui sont syndiqués, qui se syndiquent, etc. Où est-ce qu'on en est? Absolument. Il y a des jeunes qui se syndiquent et puis il y a des organisations où ça se passe très bien. Mais tout d'abord, il faut comprendre que le législateur a mis des choses en place pour encadrer les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir d'un salarié, l'employeur est obligé de mettre en place des élections professionnelles. Or, beaucoup d'entreprises ne respectent pas le code du travail en matière d'élection de représentants du personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont atteint plus de 11 salariés. Ils doivent mettre en place tout ce qui est comité d'entreprise pour les salariés. Et chaque année, c'est pas fait parce qu'ils n'ont pas mis en place ce que prévoit la loi. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce problème de dialogue social. Parce que d'un côté, la loi vous dit, bon voilà, vous avez atteint 11 salariés, vous devez automatiquement mettre en place les élections professionnelles. Eh bien, il y en a qui ne le font pas. Donc, je suis conseiller du salarié. Quand j'arrive dans une entreprise où le patron décide de licencier un agent, je dis, monsieur, mais où sont vos IRP? Il n'y a pas d'IRP parce qu'il n'y a pas eu des élections. Vous voyez ce que je vous dis? Ce sont les représentants du personnel. Parce que le conseiller du salarié, lui, il assiste des entreprises de moins de 11 salariés. Mais très souvent, on trouve des entreprises qui ont plus de 11 salariés qui n'ont pas mis en place les élections professionnelles. Donc tout ça fait aujourd'hui que les jeunes se disent, mais pourquoi je vais me syndiquer? Parce que bon, le patron ne respecte rien du tout. Donc il y a des patrons qui... Le dialogue passe, parce qu'ils sont en règle avec la loi. Mais du moment qu'on sort de la loi, on est hors la loi, même pour les patrons. Ouais, je vous dis. Donc c'est important, oui, il y a les syndicats encore de beaux jours, puisque bon, les jeunes se syndiquent, mais il y a aussi le non-respect du code du travail. Effectivement, il y a des entreprises qui rentrent dans ce cadre-là, mais il y a aussi des entrepreneurs qui rentrent dans le cadre, M. Gouma. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises pour vous? Non? Oui, il y a des entreprises, oui. Il y a des entreprises qui n'appliquent pas les textes réglementaires, qui n'appliquent pas les lois. Et puis, il y a d'autres entreprises où j'ai déjà assisté, où tout est en ordre, tout est en place. Donc, on va pas crier au loup. Il y en a qui respectent les textes, mais il y en a beaucoup trop qui ne respectent pas aussi. Madame Rose, il y a effectivement des entreprises qui respectent. Pourquoi on n'en parle pas? On en parle surtout des entreprises qui... Puis il y en a beaucoup aussi, mais qui ne respectent pas. Je crois qu'il y a encore matière à avoir beaucoup. Il y a beaucoup de TPE en Martinique. Quand on parle d'entreprises en Martinique, il faut savoir que c'est 90% d'entreprises sans salariés. À 90% des entreprises sans salariés. Sans salariés. Donc, quand on parle de dialogue social, il faut vraiment qu'on... Alors, il y a les autres. Ce que dit M. Gouma, il y en a qui ne respectent pas le Code du travail. Mais il y a aussi beaucoup de carences, beaucoup d'élections organisées où il n'y a pas de participants. Je crois qu'il ne faut pas qu'on pratique la langue de bois ou qu'on ait tabou entre nous. Il y a quand même une crise du militantisme, que ce soit du côté organisation patronale ou du côté salarié ou du côté associatif. On ne retrouve plus autant de personnes qui viennent parce que c'est du bénévolat.
c'est du temps qu'on ne passe pas dans son entreprise, c'est du temps qu'on ne passe pas dans son activité, c'est du temps qu'on ne passe pas en famille, c'est des jours où des fois c'est des négociations qui durent plusieurs heures, plusieurs jours, qui n'est pas forcément bien compris et qui en plus ne trouve pas forcément l'approbation de la population qu'on veut défendre. Donc ce ne sont pas des choses faciles et aujourd'hui il faut redonner ces lettres de noblesse à ces actions militantes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, même si on n'est pas d'accord sur tout. Donc voilà, je crois que vraiment qu'il faut vraiment faire comprendre que c'est utile parce qu'aujourd'hui, effectivement, je rejoins ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, on essaie de discréditer un peu ces corps intermédiaires qui sont quand même très importants dans l'organisation de la société civile. Donc il faut vraiment redonner cette place à des personnes qui, même si elles ne sont pas d'accord, discutent. Ça peut amener à des dialogues plutôt énervés, violents, mais ça permet de faire les choses avancer. On parle de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des avancées pour la population martiniquaise. On est parti d'une situation où on était dans les plantations. Aujourd'hui, on a quand même une couverture par le Code du travail, des conventions collectives, même si ce n'est pas encore parfait, même si effectivement, il y en a qui doivent encore travailler sur l'application des règles dans le milieu du travail, mais les choses évoluent et je crois qu'il faut que la population comprenne que c'est important de déjà comprendre ce qu'on est venu faire, comprendre qui sont nos interlocuteurs, le temps qu'ils y passent, parce qu'on prend les critiques très facilement, mais on ne voit pas le temps qu'on y passe. Et c'est vrai que, malheureusement, toutes les discussions qu'on peut avoir de manière pacifique, des fois, on n'est pas vraiment entendu et que c'est vraiment quand la maison brûle que ça va un peu plus vite. Et ça donne cette impression qu'il faut toujours arriver à des situations de blocage pour que les choses puissent avancer. Mais je peux vous dire que dans la vie de tous les jours de nos organisations, on nous propose on nous soumet des avis, on doit émettre des avis sur un certain nombre de choses. Il y a des règles du jeu qu'ils essaient de changer et que les organisations syndicales et les organisations patronales, les syndicats de salariés et les organisations patronales participent à des discussions pour faire en sorte que l'écosystème protège les deux parties pour que le monde de l'entreprise arrive en tout cas à persévérer, à participer au développement du territoire. Et vous l'avez également évoqué, l'histoire, M. Saillé. Quelles sont les grandes avancées qu'on a eues, justement? Les avancées, il y en a toujours avec... au prix du sang et de la sueur. Toujours, on ne peut pas parler et toujours à mise en cause. Mais j'aimerais poursuivre sur ce que disait Madame et qui est très intéressant quand on parle du tissu des entreprises en Martinique. Parce que dans le langage économique, on dit l'entreprise, le ceci, c'est pas comme ça. On a une écrasante majorité de petites entreprises familiales ou sans salariés. Dialogue social avec qui? Le dialogue pourrait être avec les autorités. Le dialogue pourrait être avec les autorités qui les écrasent. Bon, on a une frange de nouveaux jeunes entrepreneurs martiniquais qui en veulent. Souvent, ils ne peuvent pas appliquer les avancées sociales parce qu'elles sont, ces entreprises, prises à la gauche, parce que c'est des franchises, parce qu'elles ont les points liés. Et puis, il y a des entreprises florissantes qui font des marges qu'on ne prend pas la peine de décrire, qui n'appliquent pas le droit social majoritairement parce qu'elles sont en position de force et qui s'organisent pour mettre des divisions entre les travailleurs, tel syndicat, tel autre syndicat, tel chef d'entreprise, de façon à bloquer le dialogue social. Ce n'est pas possible d'espérer que ces gens-là deviendront gentils et puis qu'ils vont vraiment aller dans ce sens-là. Maintenant, il y a la question humaine qui se pose, parce que personnellement, je connais des chefs d'entreprise, moyennes entreprises, martiniquaises, qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les salariés, qui parlent avec eux, c'est un peu familial, mais c'est rare. C'est rare parce qu'eux-mêmes sont étranglés. Alors, je voudrais terminer une chose, c'est que le dialogue n'est pas seulement entre les salariés et les chefs d'entreprise, il est parasité par l'action des autorités qui font la pluie et le beau temps. Ce matin, j'ai assisté au procès des 6 personnels de santé qui sont radiés parce qu'ils avaient refusé l'injection expérimentale et puis qu'ils avaient fait valoir leur droit de retrait. Les avocats ont expliqué, vous ne pouvez pas venir radier parce qu'on n'a pas accepté le droit de retrait, parce que la procédure n'a pas été appliquée par le CHUM. Ça veut dire qu'il y a des
les lois qui disent, bon, quand il y a droit de retrait, on réunit un tel, on fait ci, fait ça. Ça n'a pas été fait. Ces gens-là, depuis 2 ans, sont dans la mouise, dans un système de santé où il nous manque des gens, où on ne peut pas soigner la population. Ils sont devant le tribunal, là, en train d'attendre, d'espérer qu'on fasse respecter le droit de retrait. Donc, on a le rôle de l'État, des administrations, qui fait que dans un pays comme le nôtre, la loi n'est pas appliquée comme en France. Et pour finir très rapidement, Alors, une phrase... la loi, c'est une question qu'on se pose, la loi en Martinique n'est pas autant appliquée qu'en France. Absolument pas. Mais pour quelle raison? On va aussi la poser la question à Parce Mayenne. que mon point de vue, c'est que nous sommes dans un pays colonisé et qu'il ne faut pas permettre aux Martiniquais, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés, de prouver qu'ils puissent se développer, avoir une économie sincère. Il faut montrer que c'est nous qui commandons. Juste une phrase, je veux rebondir sur l'histoire de manifestations autorisées. On ne peut pas accepter ça, de demander au gouvernement, à la préfecture, l'autorisation de manifester son droit. Parce qu'elle a le droit de dire non. Imaginez que des gens manifestent pacifiquement pour qu'on ne tue pas des bébés à Gaza. La préfecture dit non, je refuse. C'est quoi ça? La République française, qui se vante de donner des leçons de droits de l'homme, elle s'est bâtie sur la tête d'un roi coupé et la prise de la Bastille. Je ne pense pas qu'ils aient demandé au roi l'autorisation de manifester. Et de couper sa tête. Sur ça, je pense que il y a qu'à prendre tout ce qui est convention collective. Je veux dire convention collective de beaucoup de corps de métier et qui n'est pas applicable en Martinique. Et le boulevard s'est battu sur ça pour dire mais c'est pas possible. Des conventions collectives pour des branches d'activité qui ne sont pas applicables en Martinique. Alors, dans la convention, c'est écrit pas applicable en non, c'est pas applicable en Martinique. Ah bon? Il y a des conventions qui ne sont pas applicables chez nous. Il y en a beaucoup qui sont applicables maintenant. Oui, il y en a avec la nouvelle. Oui, mais je ne dis pas le contraire, madame. Mais je vous dis qu'il y en a qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas respectés non plus par les entreprises. Mais je ne veux pas dire aussi ici que c'est l'enfer. Ce n'est pas l'enfer. Oui. Puisque je vous dis qu'il y a des entreprises qui appliquent les textes. Il y en a qui appliquent la loi, il y a d'autres qui ne le font pas. Et il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui ne respectent pas le droit. Maintenant, le mot liberté, égalité, fraternité, il faut l'écrire en toutes lettres, quoi. Parce que je ne pense pas qu'il y a la liberté pour tous. Surtout en matière d'entreprise. Rhinos, vous voulez dire un truc? Bon, je ne vais pas convaincre mes deux collègues à côté de leur opinion. Moi, je crois surtout, on est un jeune peuple d'entrepreneurs, hein, beaucoup d'entre nous. On apprend beaucoup. C'est vrai que les règles du jeu sont parfois difficiles à respecter, mais on a encore un travail de formation à faire pour que... Moi, je n'ai pas tendance à toujours dire que c'est la faute des autres. Il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on se regarde comme on est aussi. Et qu'on évolue avec, qu'on participe justement à ces discussions pour que les règles du jeu soient plus faciles à supporter, que l'État ou les décideurs, parce qu'on a des élus locaux aussi qui peuvent prendre des décisions et qui impactent la vie des entreprises. Il n'y a pas que l'État. Il faut que nous soyons en capacité d'être pas dans le hibon comme ça, mais dans le j'ai décidé d'être chef d'entreprise. Il y a une partie administrative, il y a une partie productive, il y a le fait de participer au développement social, donc à recruter. On n'est pas encore dans cette dynamique complète, mais on évolue progressivement et je crois qu'on va dans le bon sens. J'entends cette partie, je veux quand même intervenir sur la partie manifestation. Je crois que en tout cas dans les gens que je côtoie, je n'ai entendu personne dire qu'ils étaient contre les manifestations ou des choses comme ça, mais que le droit des uns et des autres soit aussi respecté. C'est-à-dire que je crois que dans les interdictions qu'ils peuvent avoir ou dans les crispations que certains peuvent trouver dans les manifestations, c'est des fois parce qu'eux, ils ne peuvent pas, circuler. Et on a quand même le droit de circuler quand on n'a pas envie de participer à la manifestation. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, c'est quand on n'a pas la même opinion que l'autre, on considère que c'est un ennemi. Or, on peut être dans le dialogue, on peut participer à des échanges comme aujourd'hui et dire, bon, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. On peut ne pas être trop d'accord. Je t'explique ma position. Et puis, voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de scission à avoir entre des opinions qu'on ne partagerait pas. Parce que souvent, en plus, des fois, on a la même base.
Mais après, c'est peut-être la manière de faire. Voilà, bon, toi, tu penses ça, mais moi, je pense plutôt que comme ça. Et puis, j'ai du mal à être clivé. Moi, je ne peux pas dire que je suis complètement contre ce que monsieur Gourma a dit. Et je ne peux pas non plus être complètement pour, parce que pour moi... Voilà, non, mais voilà, il faut respecter. Et j'ai eu plutôt l'impression depuis quelque temps qu'on était qu'on n'avait plus le droit de dire ok, moi je participe, je suis effectivement je comprends qu'il y a un problème de vie chère peut-être, mais peut-être je n'aime pas la forme que ça a pris. Ça veut pas dire qu'on dénigre les uns et les autres, mais qu'on pourrait participer autrement. On est bien d'accord. Des fois, effectivement, il manque un peu de nuance. On a tendance aujourd'hui à plutôt rejeter la faute, que c'est la faute des autres, la faute des autres. Mais il y en a beaucoup où c'est aussi à nous à nous prendre en main et effectivement à mener les combats que nous devons mener, à être des entrepreneurs aguerris, avertis, à apprendre ce que c'est que d'entreprendre, d'être dans le business et à faire évoluer notre territoire. Non, on est bien d'accord, effectivement, on manque parfois un peu de nuances et maintenant on est vraiment dans une société clivante. C'est d'ailleurs le sondage que j'ai fait passer en demandant donc aux auditeurs, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société de plus en plus clivée? Et la réponse à une grande majorité est que oui. En tout cas, en ce moment, on est vraiment dans des clivages. C'est soit on est pour, soit on est contre. On ne peut pas être oui mais ou non mais. Et ça, c'est un sujet qui est assez inquiétant. Alors, Céline Noise a parlé effectivement de liberté de circuler. Il y avait quelqu'un qui avait mis sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça très très drôle, qui expliquait, alors, j'ai été coincé sur la route pendant plusieurs jours de suite pour une grève qui ne me concerne pas dans une entreprise que je ne connais même pas, etc. Est-ce que M. Gourma, du coup, est-ce que c'est chiant les opérations Molokoï, etc. C'est embêtant ça quand même. Et très souvent, des fois, dans une entreprise, il y a eu des grands conflits. Il y a eu Peugeot, avant il y avait Canon. Voilà, donc du coup, il y a un conflit dans une entreprise et c'est toute la Martinique qui est bloquée. Moi, j'ai rien à voir dans ton conflit avec Toyota. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je suis militant à 18 ans, j'en ai 65. Et j'ai toujours connu le rapport de force. C'est-à-dire que on ne peut pas mener des combats sans rapport de force. Il faut, pour pouvoir mettre le patron autour d'une table, il faut le rapport de force. Malheureusement, hein, parce que la loi a prévu des choses, les NO, négociations obligatoires, qu'il doit mettre en place au moins une fois par an. Et très souvent, pour amener le patron autour de la table, il faut un débrayage, il faut une manifestation. Il faut une mobilisation. Et ça, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça passe très mal. Mais pourquoi tu me bloques, moi, pour un conflit qui concerne une personne dans une entreprise? Parce que le patron, si je lui dis, monsieur ou madame Z, voilà, mais écoutez, voilà ce que le code du travail, vous ne voulez pas entreprendre des négociations concernant les régulations de salaire. Il ne va pas entendre comme ça. Il va me dire, oui, je t'ai entendu, mais je ne t'ai pas entendu. Maintenant, si je bloque toute la zone, eh bien, c'est qu'on ne peut pas lui dire, attends, on n'a rien à voir de ça, il faut négocier pour pouvoir bloquer la zone. Mais c'est simplement ça. Du moment qu'on sort de la loi, on est hors la loi, et puis tout est permis. Vous voyez ce que je vous dis? Mais quand chaque syndicaliste a sa manière de voir les choses, quoi. Moi, je ne suis pas pour écraser le mobilier urbain, brûler le mobilier urbain, faire du n'importe quoi. Je ne suis pas pour ça, moi. Je suis pour que on s'écoute. On en parle, on essaie de trouver une solution. Je ne suis pas pour le blogodou. Et est-ce qu'il y a de la violence physique? Non, il n'y en a pas. Ça va rarement aux mains. Moi, j'ai eu des coups. On m'a donné des coups, mais bon, écoutez... Notamment un coup de tété, monsieur Gourma. Même pas un coup de tété. Vous avez eu un gros buzz. J'ai bien pris ça. Je vais porter plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vraiment donné un coup de tété, monsieur Gourma? J'ai jamais dit ça. La dame s'est mise devant la porte, elle m'a poussé sur l'estomac. Elle m'a mon coup de tété, mais attends. C'était à la tété, elle avait pas beaucoup de tété. Non, on entrait pour la négociation, elle s'est mise devant la porte, elle a dit, vous n'entrez pas, monsieur Gourma. Vous ne travaillez pas au Lamentin. Et elle m'a poussé. Je sentais le truc comme... C'est tout. Mais ça fait gros, parce que... ça fait gros, parce que le gradament, c'est une que j'aime bien, c'est pas méchant. Je pense que ça a marqué les luttes syndicales des 5 dernières années. Mais du coup, monsieur Saïd, du coup, quels sont et après on va parler avec Maya Saxima, quels sont les personnages? Vous avez parlé de Loulou, donc je pense que c'est monsieur Pulvar. Quels sont les grands personnages du mouvement syndical depuis des années? Ah ben, j'ai connu, parce que je suis entré en 78 comme militant, donc j'ai connu le père Lamont, qui est l'instigateur de la sécurité sociale en Martinique. J'ai connu pas mal M. Dufayal, j'ai connu les Jacaria, j'ai connu... Bon, j'ai travaillé avec plusieurs personnalités qui étaient dans les 16 de Basse-Pointe.
qui m'ont expliqué comment ça s'est passé à Basse-Pointe. Comment M. Defabrique a été malheureusement blessé. Donc tout ça fait que décédé d'ailleurs. Donc tout ça, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de grands leaders qui, et c'était pas des leaders violents qui cassaient tout. C'était des leaders qui expliquaient. Il n'y a pas de WhatsApp de ce temps-là, hein, en 78. C'était, j'ai connu un bus qui était à la maison du syndicat pour aller dans les bananais. Vous voyez ce que je vous dis? Et puis, il y avait ce débat-là. On discutait avec les ouvriers agricoles. Pour leur dire, voilà, vous n'avez pas de toilette, c'est pas normal d'aller dans les champs, vous n'avez pas d'eau potable, tout ça. Et ces leaders-là, je les écoutais, je disais, comment ils font ces leaders-là? Parce qu'ils allaient expliquer de A à Z, vous avez le droit d'avoir ça, vous avez le droit d'avoir ça. Voilà, c'était autre chose. Et quand j'ai commencé à militer, c'est là que je me suis formé avec ces personnalités-là. Les grands leaders que j'ai connu Maître Gracien, par exemple, qui venait faire des réunions. C'est la chance que j'ai eue. J'étais jeune dans ce temps-là, mais j'ai eu cette chance d'avoir ces leaders et je les ai entendus porter le message de lutte. Et c'est ça qu'on a perdu. Ce message pour dire, organisons-nous. Et ça, c'était fort. Alors, vous avez parlé de WhatsApp, mais il y a aussi maintenant aussi TikTok. Comment vous voyez un peu les nouvelles formes de mobilisation? Est-ce que vous êtes complètement largué par TikTok ou vous-même vous commencez à vous mettre sur TikTok? Vous avez oublié l'IA. Ouais, l'IA aussi. Non, mais, quel regard vous avez sur les nouvelles formes de mobilisation qui se passent en ce moment? Moi, je crains qu'un jour, d'être en négociation et de me retrouver devant un ordinateur qui va me répondre. Ou qui va me répondre concernant les revendications. Non, mais ça va très vite. Ça va très vite. Et puis, moi, je crois que je ne suis pas trop pour ce système-là parce que ça va nous faire reculer en matière de dialogue. Parce que je vous dis, parce qu'on envoie un message, je vous reçois pas, monsieur, voilà. Si je vois un message, je vois pas trop, monsieur, je veux de vous rencontrer pour les NAE, monsieur, je vous reçois pas par message. On n'a pas et le dialogue de l'entreprise, c'est primordial. Il faut qu'on en discute. Le dialogue social, c'est quelque chose, ça construit et ça grandit l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de dialogue social, et puis ce sont des appareils, ce sont des WhatsApp, ce sont des... de toute façon, ça va recommencer. Et puis, la nouvelle génération qui arrive là, parce que nous sommes sur le départ, la nouvelle génération, est-ce qu'ils vont faire comme moi, à savoir un militantisme passager? C'est-à-dire qu'on milite, mais on n'est pas sur le système de casser tout. Est-ce qu'ils sont prêts à aller dans ce sens-là, ou dire non, on ne va pas discuter, on casse tout d'abord, on brûle tout d'abord, puis après on discute? Ouais, et c'est cette quête-là que j'ai. Ça veut dire ce que j'ai connu en 78 et avant 78, et puis ce qui se passe maintenant, ça y est à parler des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'estropiés par rapport aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, maintenant, c'est un syndicat. Parce que j'ai vu lors des élections au TPE, les Gilets jaunes ont monté leur syndicat. Ils ont un syndicat qui s'appelle les Gilets jaunes. Donc ça aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, ce dialogue social-là, est-ce qu'on pourra continuer comme cela, à savoir discuter entre patronat et salariés, ou bien est-ce que ça sert à autre chose? Allez-y, madame. C'est pas tant les réseaux, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et je crois qu'il y a un effort d'éducation qu'il faudra faire auprès des nouvelles générations. Nous, pour les utiliser, parce que mais moi, j'ai du mal avec. Mais c'est vraiment l'utilisation et vérifier l'information. C'est-à-dire qu'on fait circuler une information. On fait circuler quelque chose. On fait quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est une information. On fait circuler quelque chose. Et selon l'affinité qu'on peut avoir avec la personne, on prend tout pour argent comptant. Donc moi, si on m'aime bien, je dis une bêtise, ceux qui m'aiment bien, ils vont être mordicus, camper sur ma position à moi. Et je crois que ce qu'il faut surtout éduquer, c'est apprendre à vérifier l'information, ne pas se camper à quelque chose qu'on a vu passer. Et je crois que le législateur, ou en tout cas, c'est là notre rôle aussi en tant que corps intermédiaire, les règles vont évoluer avec ces nouveaux outils qui seront utilisés et qui vont devoir être cadrés par des textes réglementaires. Exactement. Et du coup, Maya Saxima, toi qui vas être la plus jeune sur le plateau, est-ce que justement ces outils digitaux permettent d'avoir un méthodisme différent? Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est nécessaire, pertinent, on va vers ça? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour, parce que je pense que ça permet de réunir plusieurs personnes qui ont les mêmes opinions mais qui se sentaient seules jusqu'ici. Donc ça permet de faire corps. Après,
le problème, c'est que ça peut plonger aussi dans une forme d'immobilisme. Ça peut plonger dans une forme d'activisme de réseau qui finalement reste... l'activiste reste dans le canapé et va tweeter « Oui, je suis contre ceci », mais ne va jamais se déplacer en manifestation. Donc ça dépend, mais je pense que ça permet quand même de diffuser l'information, de diffuser les combats et surtout l'explication des combats au-delà des médias qui parfois ne vont faire que le constat de « Ah, ben le boulevard Général de Gaulle est brûlé ce matin ». Et ben là, on a les activistes eux-mêmes qui vont filmer ce qui s'est passé, qui vont expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, qui vont parler des violences policières qu'ils ont subies. Donc ça permet toujours plus de transparence. Donc moi, je suis pour. Et je pense qu'on l'a vu dans la vie chère. Le RPRAC s'est battu pour qu'on puisse avoir accès aux discussions, aux tables rondes. Et nous voyons à quel point ça a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de Martiniquais sur vraiment le fonctionnement de cette Martinique, sur le fonctionnement de cette économie coloniale, moi je le dis très clairement. Et donc, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Nous pouvons rentrer dans les discussions, nous pouvons avoir pleine conscience de ce qui se passe et des limites aussi de chacun. Et ça, je trouve que c'est quand même inédit. Voilà, j'avais vous posé la question. Ce sont des caméras. Oui. La saison des caméras dans des tables rondes, c'est quelque chose, M. Goumaki ou Mme Roski, qu'on n'aurait pas dû ou pas? Alors, je vais vous donner Personnellement, je n'étais pas pour que ça soit filmé. Parce que je pense qu'on s'exprime de manière plus... pas forcément plus libre, mais vous savez, si vous faites le show, si vous êtes venu pour faire le show, vous allez faire le show. Et je crois qu'on n'a pas besoin de ça, on a besoin de sérénité quand on est dans des débats. Et pour ce qui s'est passé avec la question de la vie chère, quitte à filmer, restez dans le direct. Essayez d'interroger combien de personnes ont regardé les 9 heures d'audition. Interrogez. Donc, s'il faut filmer, on reste sur du direct et puis les gens resteraient et regarderaient. Aujourd'hui, allez interroger dans les gens qui ont suivi pour ou contre le mouvement, peu importe, qui a été regardé 9 heures de table ronde fois 7 jours, 6 jours, 70 heures de table ronde. Personne. Donc, moi, je peux prendre un bout qui me plaît. Je fais ma propagande avec le bout qui me plaît. Je peux sortir et dire un tel a dit machin, le lendemain on boule tout, alors qu'un tel n'a jamais dit ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est là où je dis que je ne suis pas contre les outils, parce que les outils nous permettent, c'est l'évolution, on ne va pas se rester campé, on ne va pas retourner à la brouette et compagnie, mais il faut éduquer la population à utiliser et à vérifier l'information qu'on lui apporte par un petit bout de 2 minutes, 1 seconde. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à monsieur Saïd. Je veux répondre très rapidement sur cette affaire-là. Depuis le temps qu'on rediffuse les assemblées plénières du Conseil général et du Conseil régional, quel progrès a fait la démocratie? Qui s'y intéresse? Qui a compris quelque chose? Puisque ça devient un spectacle où il faut donner au public ce qu'il attend et les questions de fond sont escamotées. Donc, je finis sur ça. Je voudrais revenir sur l'aspect historique que vous avez évoqué tout à l'heure, les grandes figures du mouvement syndical. Ça pose la question du regard que nous avons sur l'histoire. On va retenir le nom de Lamont, Agasta et tout ça, qui ont été des personnalités parce qu'elles sont intervenues à des moments clés, etc. Mais les véritables dirigeants du mouvement ouvrier, qui connaît leur nom? La grève de 1974 a été organisée, préparée pendant 2 ans, 72-74, par une équipe d'ouvriers qui a mené la grève, qui a fait qu'on n'a eu que 2 morts et que tout était bien, bien régenté. Qui connaît le nom de Clément Barbara? C'est lui qui faisait les troupes marcher. Qui connaît le nom de Josette Beaumaré? Qui connaît le nom de Valonie Sauvage, le père du maire actuel de Goborne, qui allait sur n'importe quelle habitation et qui disait au béquet, tu respectes ça, tu fais ça, tu l'embauches, etc. Donc, pour dire qu'il y a énormément de travail à faire pour que nous connaissions les véritables dirigeants. Je veux réagir très rapidement aussi sur une question qui a été posée, la question de l'organisation et du dialogue. Le dialogue ne peut se faire entre des gens que quand ils sont d'accord pour aller vers un but commun en se respectant. Je ne parle pas de cette cordialité, on a partagé. Il faut qu'on ait un projet commun. Je crois beaucoup que le dialogue entre les véritables entrepreneurs qui pensent à la Martinique, qui veulent se débarrasser des tutelles fiscales et tout ça, et qui ont intérêt à travailler avec des salariés qui seraient à ce moment-là motivés, il est possible et il est
indispensable à l'avenir de la Martinique. Alors justement, l'avenir de la Martinique, il reste peu de temps, mais on va tout faire parce qu'il y a plein de questions super intéressantes. Monsieur Saïd, puisque vous avez le micro avant de passer à Maya Saxemar, comment sont liées justement ces luttes sociales et le sentiment martiniquais? Est-ce qu'il y a un lien entre ce côté sentiment d'appartenance à une identité collective ou il n'y a pas de lien? Est-ce que les luttes ont permis de construire une identité collective? C'est une question qui se pose depuis longtemps et qui commence à être résolue. Quand je dis se pose depuis longtemps, je pense à un congrès du Parti communiste martiniquais où il y a eu une bataille théorique de fond entre ceux qui voulaient défendre le mot d'ordre égalité des droits avec nos frères travailleurs de France et l'autre courant qui disait reconnaissance des droits du peuple martiniquais qui, comme par hasard, était mené par des ouvriers, des ouvrières comme Rosa Larsen, comme des artisans comme Auguste Lone et qui ont été exclus du Parti communiste. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir l'avancée d'un projet pour la Martinique s'il n'y a pas une conscience nationale pour dire aller vite. Et nous avons franchi ce cap-là parce que les gens commencent à se sentir martiniquais. Alors, ils ne savent pas comment articuler tout ça. Quand je disais, il faut que les entrepreneurs martiniquais authentiques se lient aux salariés, c'est à ça que je faisais allusion. Il faut actuellement que les gens qui se revendiquent martiniquais disent que ce n'est pas Bajolais qui cause, c'est quel projet on a, comment on pacifie, comment on fait qu'un mouvement ne nuise pas à nos peuples, à notre quartier. Est-ce que ça sert de couper des lampadaires dans un quartier populaire? Qu'est-ce que ça porte à la lutte? Est-ce que ça sert de piller une petite entreprise martiniquaise qui sue pour donner à manger à ses enfants? Ou bien, mais je finis en disant que l'État paie les conséquences de la diabolisation de la politique et des syndicats. Et si nous voulons aller de l'avant, parlons, confrontons nos arguments, même si nous ne sommes pas d'accord, mais pour construire un projet. Très bien, construire un projet. Alors, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Vous m'aviez prévenu. Mais du coup, Maya Saxemar, alors il y a une question aussi qui se pose. On a eu notamment l'affaire des lanceurs d'alerte où il y a une plainte qui a été déposée dernièrement. Dans quelle mesure, justement, il peut y avoir une protection des lanceurs d'alerte dans les entreprises et la confidentialité des sources qui s'appliquent donc aux militants? Peut-être Maya aussi. Alors ça, très honnêtement, je ne saurais pas te répondre parce que c'est vraiment plus du droit du travail, tout ce qui concerne les entreprises. Donc je préfère ne pas te dire de bêtises sur ce sujet. D'accord. C'est encadré par les textes, de toute façon. Vous avez, par exemple, dans la fonction publique, vous avez 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. Dans chaque fonction publique, puisque c'est 3 décrets différents, c'est 3 lois, c'est pas les mêmes lois, ils ont fait ça volontairement pour ne pas se comprendre, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis 3 statuts différents. L'État, c'est pas la territoriale, la territoriale, c'est pas les hospitaliers. Donc il y a des textes réglementaires sur tout ce qui est confidentiel. Si on sort de la confidentialité dans le cadre de la loi, c'est le licenciement sec ou encore des poursuites pénales. Il y a des poursuites. Est-ce que les militants sont protégés? Est-ce que les syndicats protègent juridiquement les militants? À un certain niveau. Parce que du moment qu'on a commis une faute, on paye. Et on paye cash la faute. Donc, les élus du personnel peuvent aller licencier sans l'avis du directeur du travail ou sous le ministre du Travail. Mais à un certain moment, si le patron prend la décision de licencier une personne qui a dit des choses qu'il ne devait pas dire, eh bien, personne ne va l'empêcher de le licencier. Pareil pour la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Si on commet une faute professionnelle, on n'a plus cette garantie d'être fonctionnaire, on est quand même viré. Donc, par conséquent, la loi ne protège pas de n'importe quelle faute. Il y a un droit de réserve pour les militants. Il y a un droit de réserve, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Et la loi est claire. Donc, dans chaque fonction publique, ou même dans le droit privé, parce que vous avez des documents que les patrons vous remettent lors de la préparation des NO, il ne faut pas les diffuser pour les entreprises adverses, par exemple. Si vous allez distribuer ça, le patron, il est au courant, il peut vous virer pour ça, et personne ne va l'empêcher de vous virer, parce que vous avez commis une faute. On est quand même dans un pays où, alors, tout n'est pas parfait, hein, je l'entends bien, et on peut avoir beaucoup de sujets de crispation, c'est vrai, mais on est quand même dans des choses qui sont quand même très organisées, très cadrées, très réglementaires. Il y a quand même un droit du travail, il y a les prud'hommes, il y a une instance qui règle ces litiges qu'il y a entre les salariés et leurs employeurs. Donc,
il ne faut pas donner l'impression que le monde du travail, c'est une espèce de machin où les gens ne s'entendent pas, on n'arrive pas à travailler. Enfin, non. Il y a des sujets de crispation, certes, mais aujourd'hui, voilà, la preuve, dans les discussions, on a parlé de Toyota, ce sont des choses qui datent, qui commencent à dater. Donc, on n'entend plus autant parler. Je dis pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, que tout est parfait. Mais aujourd'hui, on n'entend plus autant parler de grandes grèves quand il y a eu. Pendant combien d'années il y a eu, parce qu'il y a eu quand même des choses. Donc, il y a un suivi à faire. Et effectivement, c'est peut-être même plus dans la fonction publique maintenant qu'on n'entend pas plus parler de sujets de crispation, qui d'ailleurs viennent après bloquer les entreprises privées alors qu'ils n'ont rien à voir. De le mauvais côté. Je suis du mauvais côté du pont, c'est ça? Donc, non, voilà, il faut quand même pas laisser penser aux gens qui nous écoutent que c'est l'anarchie. Il y a des règles et il y a effectivement des protections pour les salariés qui sont syndiqués. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont très bien formés aujourd'hui à ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que moi, j'ai une affection particulière pour ces corps intermédiaires-là, parce qu'il y a de la formation, il y a l'histoire du syndicalisme qui est quand même perpétrée. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent que ça, c'est pas suffisant, ils tapent pas assez du poing. Bon, est-ce que c'est ça qu'on demande à nos syndicats de faire? Et ils ne sont pas là pour le coup du moment. Ils militent d'année en année, et c'est l'expérience aussi de terrain qui fait que le dialogue social peut être beaucoup plus constructif. Et au-delà du dialogue social, leur participation aux ANI, parce que nous sommes dans des organisations aussi qui ont des représentations nationales, et c'est des accords nationaux interprofessionnels qui sont signés, qui arrivent à faire que le monde du travail est quand même réglementé avec des accords entre les partenaires sociaux. C'est pas des coups du moment où le collectif ceci, le collectif cela se mobilise parce qu'il y aura un problème ponctuel. Il faut aussi des militants, de longue durée. Qui est fait depuis très longtemps. Aussi la formation obligatoire. Hein. Oui. Les élus du personnel ont une formation de 6 jours minimum que l'employeur doit payer pour les former. Ça s'appelle les élus au CSE, Comité social économique. Donc, ils ont une formation minimum à faire pour pouvoir être... Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie tout ça et qu'on explique bien aux uns et aux autres comment ça fonctionne. Alors, M. Gouma et M. Saillé, on a beaucoup parlé de Russie, d'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des puissances étrangères qui influencent et qui disent à M. Gouma d'aller faire une grève? Pour l'instant, je ne connais pas ça. C'est pas au compte de ça. La Russie ne vous ont jamais appelé pour non, dire ni les Chinois, ni M. Poutine, ni même M. Trump. Non, je ne suis pas contenté par ces personnes-là. Je suis martiniquais, je me bats pour la cause syndicale et la défense des travailleurs martiniquais. Point barre. Vladimir Poutine ne vous a pas appelé? Non, jamais. Je parle très mal la Russie aussi. Moi, je peux citer tous les pays européens qui paient les oppositions au Venezuela pour essayer de déstabiliser le gouvernement. C'est vrai que dans le monde, effectivement. Elon Musk, qui donne 100 millions à tel parti, qui prend... Tout ça, c'est la loi des relations internationales entre pays étrangers. Et la Russie fait de même, et la Chine fait de même, etc. Mais les lois, c'est beau ça. On n'a pas le droit d'intervenir. On parlait tout à l'heure des protections, des lanceurs d'alerte. La juridiction française est excellente. C'est le must dans la protection. Mais il y a la réalité du rapport de force, du comportement des gens. Je donne un exemple pour montrer ce que c'est, parce que je l'ai sur le cœur, comme dirait. J'ai été directeur de campagne de Nadeau quand on présentait la liste à la CTM. On me convoque à 4h30 pour déposer les documents de campagne. Je parle d'une magistrate pour une élection de la CTM. Du matin? Oui. 4h30 du matin? Non, 4h30 de l'après-midi. Et le délai ultime, c'est 5h. J'arrive avec mes documents de propagande. À 5h, c'est fini. On ne peut plus accepter. Et on me convoque à 4h30. Et quand j'arrive, je présente mes documents électoraux à la magistrate, qu'elle me dit, je n'accepte pas vous afficher vos professions de foi parce que l'affiche est en bleu, blanc, rouge. On est dans la nature. Nadeau a une chemise bleue et Tavernier a une chemise blanche. Et il y a du rouge sur la robe de Rita Bonheur parmi d'autres couleurs. Donc, je ne peux pas prendre. Une magistrate, voilà la réalité du respect. Mais comme nous avons de la ressource, téléphone, change la couleur de la robe, quelqu'un m'apporte ça, et à 5h moins 5, je lui dis, voilà les documents. Voilà. Donc, pour dire que les lois, c'est beau,
mais le rapport de force, le sérieux des gens, l'éthique des gens, ça ne peut être appliqué que s'il y a un rapport de force. Voilà. Toujours un rapport de force. Une bonne connaissance des textes. Une bonne connaissance des textes. Je pense que Mère Saxéman ne dira pas le contraire, une bonne connaissance des textes. Est-ce que, par exemple, on a parlé notamment du fait que ce qui fait la une des médias, effectivement, c'est quand il y a des dégradations, mais il est aussi vrai que quand on marche pacifiquement, on n'en parle pas trop, quoi. Est-ce que c'est ça un peu la problème? S'il n'y a pas de black bloc quand il y a des grèves en France, on ne parle pas des grèves. C'est ça. C'est un peu ce que tout le monde dit. On critique souvent les moyens, la forme utilisée, mais parfois, c'est parce qu'on a essayé avant des méthodes légales, on a essayé le dialogue et ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que moi, je parle d'infractions légitimes et la justice française a déjà statué sur des causes en disant que, par exemple, certains militants avaient agi dans le cadre de la liberté d'expression ou dans le cadre de l'état de nécessité. Je pense par exemple aux faucheurs d'OGM qui étaient allés saboter un champ pour dénoncer justement l'inaction climatique par rapport à tout ce qui est utilisation des OGM. Je pense aussi à tous ceux qui ont décroché les portraits de Emmanuel Macron pour dénoncer sa politique climatique. Eh bien, ça a été vu par certaines juridictions comme un acte de liberté d'expression. Donc la loi, les juges parfois osent. Ça n'a pas été illégal, enfin justement, décocher le portrait de... Eh bien, il y a eu certaines juridictions qui ont condamné ces personnes et d'autres tribunaux qui ont dit, non, ça c'est dans l'exercice de la liberté d'expression, donc on autorise. Ce n'est pas un vol dès lors où ils rendent après le portrait. Alors moi, je te pose la question, même si je connais la réponse déjà, mais on a vu, donc il y a eu les mouvements sociaux en Martinique, et on a vu, comme par hasard, quelques semaines plus tard, les mouvements des agriculteurs en France hexagonale. Qu'est-ce que tu en penses? On a vu des agriculteurs saccager des préfectures ou venir, etc., avec des forces de l'ordre qui ne réagissaient pas. Qu'est-ce que tu en penses? À mon sens, il y aura toujours un rapport colonial sur notre territoire parce que c'est comme ça que nous sommes vus par les institutions. Nous sommes un territoire à conserver, à utiliser. Nos corps ne sont pas vus comme forcément les semblables des autres. C'est une réalité qui est parfois inconsciente. Et donc je pense que les ordres ne sont pas donnés de la même façon. Quand on voit déjà, avant même une manifestation qui s'annonce pacifique, des énormes convois de gendarmerie où on sent au centre-ville de Fort-de-France qu'on est en guerre, mais ça donne déjà le ton sur la manière dont on nous voit, dont on nous perçoit. Donc c'est extrêmement compliqué et je pense que nous avons intérêt à prendre particulièrement, faire attention aux uns et aux autres quant à notre sécurité parce que, à mon avis, les violences policières, nous y sommes vraiment, nous en sommes victimes. Il y en a eu dans l'histoire. Dans les affaires que tu traites, il y a beaucoup de violences policières. On en voit, je pense juste dernièrement, on a encore l'affaire Kezia qui n'a pas encore été jugée, qui s'est fait tabasser, il faut le dire, on a les vidéos. Voilà. Donc cette affaire-là, par exemple, nous montre bien que quand on est militant et qu'on a un tambour et qu'on se met à militer dans la rue en musique, eh bien on peut se retrouver tabassé. Justement, comment faire, parce qu'on va faire tout de table après, comment faire valoir les droits des personnes qui auraient peut-être milité et qui ont eu des violences policières, etc. Comment ils pourraient justement Alors se je pense protéger? qu'il faut déjà bien connaître ce à quoi on s'expose par rapport à sa situation. Certaines personnes ont déjà un casier judiciaire avec des sursis en cours, etc. C'est pas les personnes qu'il faut mettre en première ligne pour commettre, on va dire, les infractions utiles dans le cadre de mobilisation, parce que ces personnes-là risquent gros. Ensuite, il faut avoir des techniques, je pense, se former. On a par exemple en France les Femen qui ont des stages vraiment pour apprendre à se faire interpeller en résistant sans pouvoir se mettre en danger, par exemple. Donc tout ça, je pense que ça s'apprend. Je pense aussi qu'il faut préparer des techniques quant aux interpellations, c'est-à-dire dès lors où on sait qu'on va à une manifestation qui risque d'être un peu chaude, on prépare déjà un dossier avec tous nos documents de personnalité qu'on donne à une personne de confiance. On apprend par cœur un numéro précis. On choisit déjà son avocat. Comme ça, quand on est en garde à vue, déjà, on n'est plus détendu parce qu'on sait où on va, on ne panique pas et on sait quels sont nos droits. Et ça se prépare en amont. Parce qu'en réalité, on peut partir en manifestation avec les meilleures intentions du monde et il peut y avoir un dérapage, on peut se faire arrêter pour un rien, ça va très très vite. Et je rappelle aussi que, aux yeux de la loi, n'importe quoi peut être une arme. Si vous jetez un caillou sur un policier, ça va être de la violence avec arme sur PDAP. Personne n'est possédable de l'autorité publique. Donc ça va très vite. Donc il faut vraiment observer ce qui se passe autour de vous et réfléchir, est-ce que je prends ce risque ou pas par rapport à ma situation, mon travail. Certains emplois exigent un casier vierge et on ne peut pas toujours, nous avocats, obtenir une dispense d'inscription au casier. C'est parfois obtenu, mais pas toujours. Donc il faut y penser aussi par rapport au métier que vous voulez faire. C'est des choses auxquelles il faut penser. Et est-ce qu'on peut perdre son emploi par rapport au fait qu'on ait manifesté dans une manifestation qui n'avait pas... Alors, le principe, c'est que l'employeur
il n'est pas censé faire de discrimination pour des opinions politiques. C'est un peu comme la religion ou la sexualité. On ne peut pas vous empêcher, on ne peut pas finalement vous sanctionner pour ce que vous avez fait dans votre vie privée. C'est vos opinions. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, comme le faisaient remarquer nos camarades ici, vous avez un contrat de travail avec des obligations, des choses. Il faut peut-être relire avant votre contrat de travail s'il y a des réserves, des confidentialités particulières. C'est peut-être pas intelligent d'aller manifester avec le t-shirt de votre entreprise alors que vous allez casser des choses. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais en principe, ça fait partie de votre vie privée. Ça n'a rien à voir avec votre emploi. Et bien sûr, hors des horaires de travail. À part si on est syndiqué. Non, mais de toute façon, mais après, c'est particulier. Moi, quand j'entends quand vous allez manifester, que vous savez que vous allez casser des choses, c'est particulier de dire ça quand même. Non, je pense que c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, non, c'est que. En fait, je me permets parce que la formulation. Oui, c'est pour ça que je préfère que vous interpellez pour que vous clarifiez. Quand vous allez en manifestation et que vous sentez que c'est tendu, vous pouvez pas savoir à l'avance comment vous allez vous comporter. Moi, je me mets à la place de ces gens. Vous êtes là, vous êtes en famille, vous venez avec vos enfants, vous vous faites gazer, vous avez votre enfant qui prend déjà un coup, vous êtes énervé, dans la pulsion, vous jetez une pierre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour le juger, mais je dis que quand on part en manifestation, on ne sait jamais comment ça va finir, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rentrer. Moi, la dernière fois, je sortais du tribunal, audience du RPRAC à laquelle j'étais en train d'assister, je sors du tribunal, il n'y a pas de violence, tout le centre-ville, en tout cas cette partie du tribunal, en sortant, il y a déjà du gaz. On sort du tribunal, on n'a rien fait, on a déjà les yeux qui piquent. Donc moi, j'ai vu un enfant dans une poussette, j'ai pensé à cette maman qui venait faire ses courses à Périnon et qui se retrouve avec du gaz dans les yeux. Donc ça aussi, ça peut énerver les gens. Et moi, je comprends et je ne suis pas là pour les juger. Et je pense que oui, il faut prendre en compte le fait qu'on est des êtres humains et que parfois l'impulsion fait qu'on va avoir des gestes qui n'étaient pas prémédités à l'origine. Mais il faut bien comprendre. Mais c'est pour ça que je dis que c'est très particulier de prendre ce débat parce qu'on a l'impression qu'il faut être d'un côté, d'un l'autre machin. Mais il faut bien comprendre aussi que quelqu'un qui veut passer, qui veut rentrer chez elle, qui n'a rien à voir avec la manifestation et qui se fait vilipender par les manifestants qui sont là alors que, bon, à la limite, on a le droit de rentrer chez nous après le boulot, on se fait raqueter sur des ronds-points. Alors, je ne dis pas que c'est lié aux militants ou machin. C'est pour ça que je dis ce pays-là a besoin aujourd'hui. Il faut qu'il y ait l'action militante, mais il faut que chacun comprenne que, bon, voilà, je milite parce que chacun a ses convictions. Moi, je suis pas là pour remettre en cause les convictions des uns et des autres. On fait ce qu'on veut, on est assez grand, mais on fonctionne dans des règles de droit. Et je pense que moi, si je veux circuler, j'ai le droit de circuler. Si vous voulez manifester, vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit, dans votre fonction, d'expliquer aux uns et aux autres les risques qu'ils encourent parce qu'effectivement, il faut être tant préparé côté syndicat, salarié, que côté employeur. Quand nous, on dit, voilà, il y a une grève, on bloque chez moi, comment je peux faire que si mon salarié veut venir travailler, comment je vais lui permettre de venir travailler. Il faut qu'on respecte les uns et les autres et que chacun sache à quoi il doit ce qu'il doit respecter dans sa fonction. Quand on a la décision pour être militant, il faut s'attendre à tout. Et bien sûr, il y a bien les sûr. notes, il y a le garde à vue, il y a les tables rondes. Il faut se préparer. Vous dites, bon, j'ai mon avocat, je dis pas, nous sommes mon avocat. Il faut aller préparer quand on va militer. Mais on ne peut pas se retrouver non plus dans notre famille à ce qu'on nous dise fais attention à ce que tu vas dire parce qu'on va brûler ton entreprise. Je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Il faut qu'on soit quand même bien conscient qu'il faut qu'on mène. Il faut qu'on se prenne. Oui, mais on participe chacun d'une manière ou d'une autre à attiser des fois cette espèce de clivage ou d'impression qu'il faut se faire peur les uns les autres. Non, on peut échanger, échanger sur nos positions en se respectant. Et c'est comme ça que ce pays-là va avancer. En tout cas, c'est un sujet qui était hyper passionnant. Merci à vous tous d'avoir été des notes. Monsieur, ça, je vais vous donner un petit mot à faire dans quelques instants. Juste, effectivement, le livre de Maya Saxemar, Activisme et droit pénal, les infractions légitimes. Monsieur Saïe, un petit mot pour faire très rapide, puisque l'émission est terminée. Le résultat, il faut être organisé et formé politiquement, méthodologiquement. On n'improvise pas de la lutte spontanée, on n'appelle pas des gens à s'ameuter si on ne connaît pas la force de l'ennemi, si on n'a pas une stratégie préparée. Et les gens qui poussent les gens à faire n'importe quoi, ils ont une responsabilité dans la dégradation, qu'ils le disent ou pas. L'incitation à commettre des infractions, en tout cas, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est le dialogue, et c'était un petit peu l'objet de cette émission, le dialogue social en Martinique. Où est-ce qu'on en est? Merci à vous d'avoir été des notes, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Voilà. Très passionnant.